vraiment, vraiment casser les stéréotypes. Nous avons ici une propriétaire du camping et des habitants du même camping. Alors, depuis quelques années, à elle, on lui a dit, la région wallonne veut que les gens partent. Aux gens, on a dit, c'est la région wallonne. Et pour finir, elle aimerait bien qu'il reste. Donc elle ferait bien un projet, enfin je ne sais pas, mais si j'ai bien compris, elle ferait bien un projet de quartier d'habitat léger. Si on lui donnait les moyens, elle est partante sur son terrain privé, reste l'affectation du sol. Si je peux me permettre, oui, voilà, osez. Oui, en fait, nous on a adhéré à ce plan HP parce que la commune nous a un peu mis la pression. C'est quelle commune? Fosse-la-Ville. Donc, M. de Bilderling est venu nous voir, enfin c'est un petit peu avant lui, et puis ils nous ont dit, de toute façon, vous n'êtes quand même plus en ordre dans votre camping, qui devait être au départ un camping touristique, mais bon... Et puis dès lors qu'il y a des domiciliations, voilà. oui, c'est le serpent qui se mord la queue. C'était boule de neige, quoi. Donc, voilà, nous, on s'est affiliés au plan HP, et enfin, on a adhéré au plan HP, et on aimerait bien que vous refusiez toutes les entrées, que ce soit en domicile ou en seconde résidence, parce que les seconds résidents, ils vont quand même demander le domicile. Donc voilà, c'est tout. Et les investissements, tant pis, on n'en parle pas. Bon, alors, je me dis, ce que j'aurais bien voulu vous poser comme question, c'est quel feedback avez-vous de ce plan HP des 5 dernières années? Est-ce que ça a été positif? Est-ce que dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça a apporté? Alors, la première question, c'est est-ce que la première ligne qui est maîtrise des entrées a fonctionné? La réponse est non. Chez nous, ça a fonctionné. On a joué le jeu. Mais globalement, en fait, non. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté? Globalement, pas grand-chose. Pas grand-chose. Et pour le dire très, très franchement, si on avait mis cette énergie et cet argent-là dans l'amélioration des infrastructures, je pense que ça aurait été plus efficace. Et donc voilà, je pense qu'il faut oser dire que c'est un échec. Et ma deuxième question, maintenant, est-ce que je peux aller voir mon bourgmestre et lui dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisque la première partie du plan a échoué, comment vous voyez les 5 prochaines années? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Mais donc, nous, la volonté, on arrive donc à la fin de la période, et donc on prend les choses en main maintenant. On va devoir évaluer. Il y a toujours une évaluation qui est prévue dans le plan, et on va devoir en tirer les conséquences. Si on dit que depuis 15 ans, le constat c'est que finalement il y a plus de gens aujourd'hui dans les domaines, enfin dans les zones d'habitat permanent que quand ça a débuté, c'est un constat d'échec par rapport à l'objectif qui était celui-là. Et c'est un constat d'échec dès lors, c'est assez logique, hein, et c'est ce que j'ai dit, puisque voilà, c'est une réponse à la crise du logement, enfin à la crise structurelle du logement. Et donc si on ne fait pas ce constat-là, de se dire on a un problème de logement, qu'il soit privé ou public, en Wallonie. On n'a pas suffisamment, on ne garantit pas suffisamment le droit d'accès à un logement décent, qui est un droit consacré par la Constitution, article 23. Et on n'est pas parvenu à faire en sorte que sur le terrain, ce soit une réalité concrète. Et donc on doit faire ce constat-là. Et donc après avoir fait ce constat-là, qui est un constat d'échec, qui est un constat de carence, hein, il faut pouvoir le faire. Moi je suis de ceux qui disent, si on me dit la table est en bois, je vais vous... Ben oui, je regarde, elle était... Enfin, celle-là, je ne sais pas si elle était en bois, elle qui montrait la chaise. Elle était en bois, je peux dire, ben non, c'est du plastique, mais quand je la regarde et que je la touche, c'est bien du bois. Et donc, il faut regarder la réalité en face, et il faut pouvoir assumer que ce qui a été fait pendant des années n'a pas fonctionné. Et donc ce constat-là, nous, on va le faire. Et les communes sont toujours, celles qui ont adhéré au plan, sont toujours obligées de continuer dans la même voie? Pour l'instant, oui, puisque le plan, voilà, il est toujours d'actualité, mais la volonté, je vous l'ai dit, c'est de partir avec une autre logique. Et la première étape, même si c'était dans le cadre d'autres fonctions, c'était la zone d'habitat vert. Même si, une fois de plus, ce n'est pas une réponse suffisante, complète, facile à mettre en œuvre. Mais ça permettait quand même déjà de se dire, il y a un changement de paradigme, de philosophie. Mais une fois de plus, voilà, je suis venu ici, pas les mains dans les poches, mais presque, et en vous disant, je ne suis pas venu pour dire, on va...
je vais faire ça, ça, parce que je pense qu'on doit vraiment partir du terrain, des réalités de terrain, de l'expérience et de l'expertise de celles et ceux qui le vivent au quotidien. Et Que ce soit... obligé de continuer comme avant. Enfin, Ben pour l'instant, voilà, on est à un moment charnière. Mais on est encore... La porte est encore fermée, on espère nouveau. Mais une commune peut toujours se retirer du plan Ah oui. HP. Ça C'est- reste une volonté Ah oui, communale. hein. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Sortir du plan HP comme Ça n'a conséquence? pas été fait. Il y a une commune à moi qui m'a répondu. Enfin, c'est quelqu'un qui habitait dans une commune qui était en plan HP qui m'a dit ah oui, c'est fini le plan HP, il n'y a plus de caravane maintenant, il n'y a plus de problème. Sans chalet, et tout. C'était les caravanes, les problèmes. Et alors peut-être juste un élément, parce que vous évoquiez la question de l'habitat léger, il faut aussi être conscient, et je pense à la question de l'habitat léger, parce qu'on l'a d'ailleurs évoqué hier, et j'en parle parce que ça nous est déjà revenu. Il faut aussi qu'on soit conscient, en légiférant, en prenant des règles de droit générales et abstraites, qui s'appliquent de manière, enfin à tout le monde, à toutes les situations de la même manière, indépendamment de ce qui se passe sur le terrain, que ça peut avoir des effets pervers. Et il y a un exemple clair, on a été contacté par une commune où un promoteur bien intentionné dit bah, finalement j'ai un terrain, moi je mettrais bien 14-15 yurts ou tiny house dessus pour les louer. Donc on a aussi ce risque-là de marchand de sommeil, quoi, et de gens qui, sans vergogne, envisagent par ce biais-là d'exploiter la misère humaine. Donc il faut vraiment qu'on soit... C'est ça aussi qui est complexe dans la situation, dans cette thématique-là, c'est que comme elle est diverse et variée, qu'il y a des bonnes volontés, mais qu'il y a aussi en face des sentiments et des motifs qui sont pas toujours très, très, très honorables. Et donc, voilà, on doit aussi tenir compte de ces situations-là. Et quand je dis qu'on doit faire un constat qui est factuel, qui se base sur des faits, sur des données objectives, et de manière froide et clinique, mais on doit aussi tenir compte de ces dérives potentielles et du fait que voilà, on n'a pas que des gens bien intentionnés face à nous. Mais l'avantage, c'est que ce qui est en train, qui doit se développer dans les zones d'habitat pour l'habitat léger, nous on l'a déjà vécu. On l'a déjà vécu dans les zones d'habitat permanent, les marchands de sommeil Oui. et tout ça. Donc c'est bien d'aller chercher l'expérience sur le terrain, histoire que la même chose n'arrive pas en zone d'habitat avec les nouveaux habitats légers. De même que, après je ne parle plus de la zone d'habitat vert, La réussite. de J'avais même- pas vu Janine. Après c'est Janine qui va Oui, oui. parler. De même qu'un des risques, c'est même si, je veux dire, il est entre guillemets plus limité parce qu'on connaît les situations, mais on a dans certains parcs ou domaines des parcelles qui appartiennent à un... Enfin, j'avais un exemple à Philippeville où on a encore des parcelles qui sont des parcelles vierges, mais pour lesquelles il y a une spéculation immobilière, quoi. On a racheté par un ou deux propriétaires qui ont racheté 15, 20, 30 parcelles et qui se disent si c'est transformé en zone d'habitat vert, par ici les liards, quoi. Et sans avoir contribué par contre aux frais d'équipement, parce que c'est ça aussi qui est compliqué. Je veux dire, si ça se fait sur une zone d'habitat classique, un lotissement, le propriétaire, le lotisseur, il paye l'équipement, que ce soit l'égouttage, la distribution d'eau, l'électricité et tout ça. Donc voilà, il faut aussi tenir compte de ces situations-là. On avait évoqué, enfin moi j'avais mis sur la table le fait de pouvoir éventuellement capter une plus-value foncière. Quand il y a une spéculation, voilà, ça n'a pas passé la rampe. Mais Janine on ne désespère pas. a une question, Janine. puis à un moment on l'attend. Oui, donc, je voudrais être le plus clair possible, ce qui vraiment n'est pas évident, mais bon. Est-ce que vous pouvez garantir à un endroit comme Pince-Mal, où il y a minimum 200 logements qui peuvent être mis, donc je parle ici de minimum, où les habitants veulent faire leur village, donc c'est-à-dire une maison de retraite, une crèche, etc. Donc est-ce que
vous pouvez soutenir un projet comme ça, donc où on peut mettre 200 logements minimum, donc, et ainsi donner une vie positive et pas négative comme c'est aujourd'hui pour tous ceux qui habitent dans les caravanes et dans les parcs résidentiels. Mais Je ne sais pas si ma question est claire. Donc les habitants sont prenants, il y a besoin de ces logements. Donc et bien sûr, ça coûte des investissements, des discussions, etc. Donc, mais je pense que comme ça, on peut donner pour toutes les autres, et peut-être que les autres qui peuvent se mettre aussi dans de tels projets, donc pour dire que c'est positif, l'habitat léger, c'est positif, les HP. Ouais, bah, je ne vais pas répondre sur le cas spécifique de Pince-Maille parce qu'il est complexe. Et s'il y a bien une zone qui est vraiment difficile en Wallonie, c'est Pince-Maille, hein, clairement. On est... Ben, Mais il y a un propriétaire, donc c'est la situation opposée à celle de madame, qui essaye vraiment que ça se passe bien. Lui, il essaye d'avoir le plus de sous possible. C'est un propriétaire et il aimerait que la région fasse le sale boulot pour lui. Et il est à l'étranger en plus. Oui, avec, mais est-ce que c'est... J'ai une question. Est-ce qu'une expropriation pour intérêt public est envisageable si la commune... On comprend bien la commune. Avec la difficulté qu'à Pince-Maille, il y a aussi des problèmes de pollution du sol. À certains endroits, il y a vraiment... Moi, j'y suis allé. Hein, c'est un des endroits... on en a fait beaucoup, hein, mais c'est... Il y a les SAR maintenant. Oui, mais donc, c'était aussi un des éléments dans le rapport, c'était faire en sorte que les SAR, donc les sites à réhabiliter, en clair, c'est des moyens qui sont mis par la région pour dépolluer, pour assainir des sites, même si assainir, j'aime pas ce terme-là par rapport à des endroits où il y a des gens qui vivent, mais qui étaient en principe réservés à des zones destinées préalablement à l'activité économique. Donc en clair, c'était les anciennes usines, les chantiers industriels, et seulement ces zones-là qui étaient éligibles aux moyens pour améliorer. Parce qu'assainir, j'aime pas. Je trouve que le terme est mal choisi quand on parle de lieu. Si on pense mazout, oui, et donc on a plaidé aussi pour que ça puisse être que les zones préalablement équipements touristiques puissent bénéficier des dispositifs SAR, donc de l'argent, hein, pour être très clair, c'est ça, hein, pour dépolluer et pour assainir les terrains. Donc ça a des éléments où effectivement on peut faire en sorte d'aller chercher de l'argent par ce biais-là. Et comme je disais tout à l'heure, quand on met finalement les différentes sources de financement possibles, même si ce n'est pas quelque chose de simple, on voit qu'on a quand même des moyens et des leviers à actionner pour améliorer la situation. Alors je reviens à la question de Janine, je vais la prendre de manière globale, et je pense, quand j'ai dit que c'était mon approche, c'est celle-là, c'est de se dire s'il y a des endroits où on peut vraiment faire en sorte que les gens, qu'on améliore la situation, qu'on la stabilise, qu'on la régularise, oui, mais je ne peux pas le dire là oui, là non, là oui, là non, comme ça, de manière abstraite. Il faut tenir compte des réalités. Et il y a des endroits, clairement, par exemple, les domaines qui sont en zone inondable, le long de l'Ourthe, à Esneux ou à ce genre d'endroit, ce serait criminel d'aller dire on va régulariser les situations là, parce que c'est des endroits qui sont dangereux, où chaque année, quasiment, ou en tout cas tous les 2-3 ans, on a des épisodes de crues qui sont terribles, avec des montées des eaux rapides. Enfin voilà, donc, là ce serait... être responsable politique, c'est aussi assumer la responsabilité des actes qu'on prend et qu'on pose. Et donc là, clairement, moi je ne peux pas dire...